Assalamu alaikum. Merci, Monsieur le Président de séance et organisateur. Je salue la directrice qui nous a jeté des fleurs à mon ami, frère et camarade Bobo Diop. Mais c'est vraiment nous qui devons vous remercier de votre disponibilité constante, de votre gentillesse, de toujours l'accueil chaleureux, etc., etc. Alors, je vous salue, chacun en son nom. Je salue d'abord les copanélistes et aussi je félicite les jeunes parce que la plupart des organisations organisatrices de cet événement, ce sont des jeunes. Et moi, ça me renforce dans mon afro-optimisme que l'Afrique est en de bonnes mains. Mais malgré ce qu'a tendance à nous dire les afro-pessimistes. Bien sûr, tout le monde, l'Afrique a des problèmes. Mais qui n'en a pas? Est-ce que c'est l'Europe? Est-ce que c'est la France? Tout le monde a des problèmes. Je salue aussi monsieur le diplomate du Maroc qui est avec nous. Alors, comme m'a dit Moutarba, m'a demandé de travailler sur l'éducation à la citoyenneté africaine, pour la réalisation de l'intégration africaine. L'Afrique revient de loin, de très loin. Rappelons que ce fut sous l'initiative du chancelier Otto von Bismarck qui organisa la conférence de Berlin que 14 nations européennes réunies du 15 novembre 1984 au 26 février 1985 se partagèrent l'Afrique comme un gâteau. Pour justifier leur ignoble action, elles développèrent toute une stratégie esclavagiste qui soutenait que les Africains sont sans âme et sans culture, d'où leur mission civilisatrice vis-à-vis des Africains. Ce faisant, le continent africain connut la barbarie de l'esclavage durant 4 siècles, mais aussi le moteur n'étant autre que le profit, le goût de l'avoir toujours plus et la recherche aveugle des biens matériels. Pour s'accaparer des grandes richesses de l'Afrique révélées au monde, entre autres par le pèlerinage à la Mecque entre 1323 et 1324, du Mansa ou empereur Kanka Moussa du Mali, je parle sous le contrôle de l'historien, qui vécut de 1312 à 1337, tel que le dit Jean Leroy dans Le Pèlerin Noir. L'Occident pratiqua sur les populations africaines les pires atrocités et d'innombrables violations des Africaines et des Africains, telles que les violations des droits humains, telles que les meurtres, les viols, les incendies des villages. Ibader Thiam en parle beaucoup, ce que Federba a fait, le nombre de villages que Federba mais également la domination politique, les humiliations culturelles, etc. Comment des nations qui se disent civilisées peuvent-elles commettre tant de barbarie préméditée et organisée? Je suis tentée de poser la question, et à l'inverse de Cheikh Anta Diop, qui, parlant de la culture africaine après avoir démontré sa grandeur et que l'Afrique, comme on a dit et redit ici, le berceau de l'humanité, mais que toutes les civilisations, la grande civilisation est partie de l'Afrique et que toutes les sciences dont s'énergorie l'Occident sont parties de l'Afrique. Le théorème de Thalès, par exemple, était 13 siècles avant Jésus-Christ sur le papyrus d'Égypte. Et comment peux-tu dire 13 siècles après que ça t'appartient? Alors je suis tentée de me demander si cette culture européenne
Est-ce de la barbarie ou de la civilisation? Mais c'est une autre question que les jeunes chercheurs certainement traiteront. Et à la barbarie de l'esclavage suivra le terrorisme de la conquête coloniale, que les Européens ne gagneront que par la supériorité militaire ainsi que par des intrigues telles que le diviser pour régner, enseigné par Machiavel dans Le Prince. Cependant, comme disait Dr Omar Dioum, que je m'attendais à voir, historien, mais mathématicien, grand mathématicien qui le cite, vaincus, les Africains ne se rendirent jamais. Fin de citation. En effet, après une résistance militaire stratégique contre l'esclavage, ils développèrent une farouche résistance à la colonisation. Aujourd'hui, nous célébrons la longue traversée du désert des peuples africains, notamment la journée de l'Afrique, que les Occidentaux pensaient avoir anéantie à jamais. Au terme de longues luttes de la décolonisation, le 25 mai 1963, 32 chefs d'État africains avaient accédé à l'indépendance, se retrouvèrent à Addis Abeba, en Éthiopie, et signèrent la charte portant la création de la première institution continentale africaine. Dénommée Organisation de l'Unité africaine, OUA, elle était la matérialisation de la vision panafricaine d'une Afrique unie, libre et en pleine possession de sa destinée, de sa propre destinée. Les pères fondateurs, tels que Haïlé Sélassié, Kwame Nkrumah, Mohamed V, Sékou Touré, Patrice Lumumba, Ahmed Ben Bella, je crois. Je parle toujours sous le contrôle de l'historien. Et je terminerai par ceux qui furent fondateurs mais fossoyeurs, tels que Houphouët-Boigny et Léopold Sédar Senghor, qui ont plus défendu les intérêts de l'Occident, en particulier de la France, que les intérêts de l'Afrique. Alors, ils fixèrent, ces pères fondateurs à l'Afrique, à l'organisation, des objectifs essentiels que sont la liberté, l'égalité, la justice et la dignité, profonde aspiration légitime des peuples africains. Pour ce faire, il était nécessaire de promouvoir la compréhension entre eux, d'améliorer la coopération entre les États africains, gage de la solidarité, la fraternité et de leur unité, au-delà des différences ethniques, Bouba en a largement parlé, et nationales. Et d'ailleurs, l'imbrication, alors quand, par exemple, on parle, un Sérère parle, par exemple, on a beaucoup de mots alpulaar là-dedans. Et même chez moi, Saldé, Tébégout, qui est le village de Cheikh Hamidou Kane, de Ablaye Eliman Kane, et chez le village de Barobé, de Amadou Kamara, il y a un site où les Sérères ont habité, on retrouve encore les vestiges. Ça veut dire que les Sérères et les Alpulaar ont en fait le même grand-père, le même ancêtre en tout cas, parce qu'on trouve le Garignam, n'est-ce pas, etc., etc. J'ai trouvé d'ailleurs en plein milieu Sérère où il y avait un chef de village qui s'appelait Kane. Ça m'a fait penser à ce que tu disais tout à l'heure. Donc, en plus de l'OUA, beaucoup d'autres institutions ont été créées dans différentes régions de l'Afrique. C'est notamment la Communauté économique des États de l'Afrique, CEDEAO, CEAC, CEMAC, etc., pour SADC, pour n'en citer que quelques-uns. Selon Ernest H., de nouveaux efforts visent à resserrer les liens économiques, politiques entre de nombreux pays du continent. Ainsi, il examine les principales difficultés à supporter avant de parvenir à l'intégration régionale, notamment à développer des échanges commerciaux, des routes et d'autres infrastructures, réformer les institutions régionales, accroître la transparence et la participation du public et coordonner plus étroitement
les initiatives des acteurs privés et des acteurs publics. En d'autres termes, tels que l'a formulé la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, qui s'est réunie du 3 au 8 mars 2002, définir les priorités de l'intégration africaine. Certes, ces objectifs sont louables et favorisent cette intégration, contribuent à favoriser en tout cas. Mais une autre voie, celle de l'éducation à la citoyenneté africaine, ferait un grand pas à cet idéal longtemps rêvé qu'est l'intégration africaine, voire le panafricanisme. Car le sein de la mère, aussi doux qu'il soit, nécessite qu'on le fasse découvrir au bébé pour qu'il l'accepte. C'est dire que le sentiment d'être africain, l'africanité, elle ne peut pas être spontanée. Nous devons développer des stratégies de communication sur divers champs et pour susciter chez chaque Africain un sentiment d'appartenance au continent africain et non pas seulement au micro-État que sont chacun des 55 pays africains. N'est-ce pas, professeur Pape Dembas? Le Cheikh Anta panafricaniste. C'est par exemple par tout un processus que les Américains ont développé le sentiment d'appartenir aux États-Unis d'Amérique. L'Union européenne peine encore aujourd'hui à convaincre beaucoup de citoyens de l'Europe. On le voit d'ailleurs à travers cette campagne pour les élections européennes. Alors, il y en a qui ne veulent même pas en entendre parler. Par exemple, en matière d'éducation, que les prédécesseurs en matière de présentation ont beaucoup développé. Donc, l'un des champs serait la déconstruction que l'Afrique est sans culture et sans connaissance de l'histoire africaine. Ce qui est venu nous redire ici, à l'université, un chef d'État qui est encore vivant. À ce propos, même un des fils des colonisateurs, le journaliste français Jacques Guéry, qui condamne cet état de fait, disant « Conquête et pénétration, l'intervention européenne a partout brisé des organisations sociales, autochtones, et partout perturbé et profondément remise en question les conditions d'existence des peuples vaincus. » Puis il témoigne des résistances et des tentatives de reconstruction après les ravages de l'esclavage. En effet, sous le chapitre « Le Sahel, les grands empires », il affirme « C'est une société qui ne se résigne pas non plus à la situation d'anarchie grandissante. Dès le XVIIIe siècle, les initiatives de recréer les États forts à l'abri de la traite négrière et des inclusions des nomades pillards furent développées, et cela sous la bannière de l'islam comme idéologie. Vous en parlez tout à l'heure, M. Diallo. Comment au Fouta, par exemple, comment on interdisait, par exemple, Thierno Souleymane Baal interdisait la vente des humains en tant qu'esclaves, et tout esclave qui arrivait au Fouta devenait un homme libre, n'est-ce pas? Puis, il témoigne des circonstances, il poursuit dans les lignes qui suivent, montrant que l'Afrique était un continent des grands empires et des brillantes civilisations. Au XIXe siècle, les tentatives vont se multiplier. État Peul du Massina, État Peul du Sokoto, empire tout couleur d'El Hadj Omar Tall, empire successif de Samori, empire de Rabat en Afrique centrale, etc. Le Sahel, quelques décennies avant la colonisation, connut une renaissance et aussi un sursaut.
mais la colonisation introduite empêchera la durabilité de ces États-là. De même, un autre champ qu'on pourrait traiter dans le cadre de l'éducation citoyenne est la maîtrise justement de l'historique du panafricanisme, entre autres, ou de l'histoire que nous avons. Par exemple, j'ai ici un livre sur l'Almamia au Fouta, c'est-à-dire développé par Thierno Souleymane Baal en 1776, n'est-ce pas? C'est-à-dire près de la Révolution française, c'était en 1789, et avant cela, même avec la charte de Kouroukan-Fouga, 1236, était une constitution démocratique. Et si on lit la constitution de l'Almamia, qui parle que le Fouta est un et indivisible, le fleuve n'est pas une frontière, c'est la même population Peul qui habite les deux rives, etc. L'égalité de tous devant la justice. Les chefs de province et des villages est assisté par les khadis, connaîtront, etc., etc. Il parle de la gestion des conflits, le règlement des conflits, justement. Et que tout individu a le droit de faire appel quand il sent que l'Almamia a été lésé. Et ce qui est remarquable quand on parle aujourd'hui de la bonne gouvernance, pensant que ça nous vient de l'Europe, voilà ce que Thierno Souleymane a dit en 1776. Élysée, pour rechercher les fonctions d'Almami, un homme désintéressé, qui ne mobilise pas les biens de ce monde, ni pour sa personne, ni pour ses proches. Si vous parliez de destitution, si vous le voyez s'enrichir, destituez-le et confisquez les biens qu'il a acquis. S'il refuse, destituez-le par la force et bannissez-le. Remplacez-le par un homme compétent, de quelque lignée que ce soit. Il ne faudrait pas que le pouvoir soit héréditaire, d'après cette constitution très progressiste. Et veillez à ce que l'Almami ne soit jamais héréditaire, dit-il, introduisez qu'un méritant. D'où l'importance de connaître notre histoire, de savoir que beaucoup de choses qu'on nous dit aujourd'hui sur la bonne gouvernance, sur le traitement de la femme, par exemple dans la charte de Mandé de Kouroukan-Fouga, l'article 13, dit qu'en plus des tâches domestiques, les femmes doivent être impliquées dans la gestion de la cité. Alors, si on fait des affiches aussi pour la journée, moi, je ne vais pas te manquer. Hein? J'avais proposé, on a mis un homme, Kwame Nkrumah. Après, on met la même image 2 fois. Je dis, mais l'autre alors remplacé par la femme, par une femme. Et il se trouve que je trouve par hasard une photo de Winnie Mandela le jour où Mandela est sorti de prison, où elle était là, le poing en l'air. Je dis, mais mettez-le, si l'un c'est Nkrumah qui lève le poing en l'air, mais mettez Winnie. Mais en tout cas, il y a une éducation à faire aussi. Il y a, Cheikh Anta Diop parle du bicaméralisme, de l'Assemblée des hommes et de l'Assemblée des femmes. L'Assemblée des hommes se réunissait le jour et l'Assemblée des femmes se réunissait la nuit et amendait souvent les décisions de l'Assemblée des femmes.